très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée chaque mercredi. Je demande un peu de votre indulgence. Je suis enrhumée, donc ma voix n'est pas très bonne, mais l'intelligence est là, donc ça compense. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs thèmes, vraiment si le temps le permet. Je suis avec des intelligences de mon pays, je ne cesserai de le répéter. Je suis avec Thierry Bongo, SSM. Bonjour Thierry. Bonjour Paulette. Ça fait toujours plaisir de vous avoir au plateau. Je suis avec... Le plaisir est partagé. Voilà, je suis avec Fidèle Moussangou du journal Le Phare. Bonjour Fidèle. Bonjour. Le Phare nous aide toujours à avoir des unes qui nous aident à WebPress. Merci beaucoup à vous et à votre plume. Et merci aussi à Diane Kikoupa de la Colombe. Bonjour Diane. Merci. Mais la Colombe, on l'a pas chez nous. Mais je me demande comment vous n'avez pas la Colombe. Je ne comprends pas moi non plus. On ne vient pas déposer ça. Il faut faire un effort, sinon ça ne passera pas dans WebPress. Hein. C'est quand même désolé, mais je sais que vous faites des bonnes unes. On doit quand même l'exploiter. Nous allons un peu sortir de notre pays, hein, qu'on le veuille ou pas, la situation au Burkina Faso. On en parle, hein, on en parle, ça des répercussions. Thierry Bongo, pour vous, quelle lecture faites-vous de la situation qui s'est déroulée au Burkina Faso avec le départ de Blaise Compaoré? Est-ce que cette fois-ci la population a parlé? Merci Paulette. Je dis que la population a parlé, la population s'est exprimée, la population a décidé de prendre en charge son devenir. La population a dit non à un plan qui était ourdi contre elle par les politiques, et je dis que l'exemple burkinabé, j'appelle ça un exemple, est un exemple qui témoigne que le peuple africain sait prendre en main son devenir. Mais comparaison n'est pas raison, je vous coupe quand vous dites exemple pour qui? Exemple pour toutes les nations africaines qui vivent dans l'oppression et qui se trouvent emprisonnées entre les mains des politiques. J'en rajoute seulement ceci, que le mal que je ressens par rapport à cette révolution burkinabé, c'est que malheureusement, on n'a pas senti une force politique de l'opposition à même de pouvoir prendre la situation en main. Et c'est encore une fois de plus en Afrique les forces militaires qui prennent le devant et qui trouvent en face d'eux des gens, des acteurs politiques qui malheureusement ne présentent pas un certain crédit et une certaine organisation pour leur remettre entre les mains les rênes du pays. C'est à peu près ça que je regrette. C'est ce qu'on a vécu avec l'Égypte, c'est ce qu'on vit encore avec la Libye, c'est ce qu'on a vécu un peu avec la Tunisie. Et cette transition-là entre le pouvoir militaire qui redonne la main au pouvoir civil n'a pas eu lieu. Parce qu'il faut revenir en toile de fond. S'il faut revenir en toile de fond, c'est que le sujet principal de la contestation, c'était la préservation de la Constitution. Et cette Constitution-là, le peuple veut qu'elle demeure ainsi intacte. Si les militaires sont en train de gérer aujourd'hui, c'est un système hors constitutionnel. Et donc, on est en train de ôter à la population les raisons de leur combat. Alors, c'est à ce niveau-là, c'est à ce stade-là, que les politiques de l'opposition devaient récupérer. C'est une révolution volée. C'est une révolution qui risque d'être volée si la classe politique de l'opposition burkinabé, qui avait refusé que la constitution soit modifiée pour que Blaise Compaoré puisse avoir un mandat de plus, malgré ses 27 ans de pouvoir, si cette classe politique de l'opposition n'arrive pas à récupérer la situation, à prouver qu'à la face du monde qu'il peut tenir les rênes du pouvoir avec l'accompagnement de l'armée, ce sera à ce moment-là qu'on pourra dire que effectivement la révolution a été volée. Mais c'est à peu près comme ça en Afrique depuis plusieurs décennies. À chaque fois qu'il y a une révolution qui se fait, on a difficile à transiter, à quitter l'étape militaire pour revenir à un système civil qui peut représenter les valeurs démocratiques d'un État et permettre à ce que la population puisse récupérer les moyens de son expression. Nous craignons, et ce que moi je manifeste aujourd'hui, c'est cette crainte-là de voir un peuple burkinabé annihilé par le pouvoir militaire et qui va perdre sa révolution en fin de compte. Fidèle Moussangou, comparaison n'est pas raison. Thierry l'a dit tout à l'heure, que c'est un exemple à suivre pour certains pays africains. Vous pensez que le printemps noir, le printemps africain aura des répercussions dans quelques pays africains? Écoutez, il y a des pays qui sont déjà ciblés par rapport à cette histoire de révision de la Constitution. Nous sommes en face d'une grande révolution sur le plan sociopolitique à travers le monde. Il n'y a pas qu'en Afrique, regardez en Asie, regardez en Irak. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre fin à tous les mouvements extrémistes, tous les mouvements qu'on appelle
qui utilisent l'arme pour se faire entendre, en vue de régler certains problèmes. Parce que de part et d'autre, il y a le problème. Par exemple, en Palestine, il y a un problème. Le peuple palestinien doit avoir un territoire. De la même manière, on avait trouvé un territoire pour le peuple juif, il faut un peuple africain. Deuxième élément, ici, chez nous, il y a un problème de quoi? Le problème qui se pose chez nous, c'est le problème d'un enjeu planétaire. Ça veut dire que l'Afrique est devenue, c'est l'avenir du monde. C'est le chômage en Europe aura sa raison. En Europe et aux États-Unis. C'est l'Afrique qui va régler ça. Nous avons une population pas nombreuse et nous devons absorber tous les chômeurs d'Europe et des États-Unis. Sinon, nous allons vers un crash. C'est pourquoi il y a un regard. Cet exemple-là, l'exemple burkinabé peut servir à d'autres pays qui sont butés à ce même problème. Madame, il s'agit, ce qu'on appelle, d'une révolution qui part de quelque part. C'est comme le printemps arabe. Maintenant, nous avons le printemps noir. Ce n'est pas arrivé au hasard. Oui, il y a des leaders qui ont préparé cela. Et notre leader a commis l'erreur de ne pas voir les signes des temps. Il est tombé dans le piège à con. Voilà. C'est comme Gbagbo n'avait pas compris. Alassane a compris. Gbagbo n'a pas compris. Il est où? Compaoré n'a pas compris. Comme ceux qui lui ressemblent, qui ne comprennent pas, le monde doit changer. Et que nous devons mettre fin à ces régimes qui veulent se perpétuer au pouvoir par les armes. Voilà ce qui est arrivé. Donc, derrière ce mouvement, il y a des services de sécurité internationaux. Remarquez, qui évacue Compaoré? C'est la France. La France ne fait pas par hasard. C'est-à-dire que tout est calculé et poussé. Il y a des services qui utilisent certains acteurs de la société civile, utilisent certains acteurs politiques. Voilà, ici, maintenant, ce n'est pas l'armée. Mais l'armée a été avertie. Vous tirez, vous payez cher. C'est dans ce pays. C'est pourquoi l'armée n'a pas tiré. Même ce que fait l'autre ici, le lieutenant-colonel, il a déjà compris, on lui avait dit, vous devez remettre au civil. Parce qu'on lui avait dit, mais ce n'est pas votre affaire. C'était Compaoré est parti à cause d'une insurrection populaire. Et vous n'avez rien fait là-dedans. Ce n'est pas un coup de militaire. Vous devez rendre. Sinon, des sanctions. Pour vous et ceux qui vous ressemblent. Et ensuite, l'armée est divisée. Remarquez qu'il y a deux autres généraux qui étaient en lice pour diriger ça. Pas pour diriger, c'est pour mettre un pouvoir civil afin de gérer la transition pour arriver aux élections libres, transparentes. Alors, mon ami ici, il se trompe d'époque. Déjà, il y a la pression, même sur le plan sociologique. Il est Mossi, le grand chef de Mossi, l'a appelé pour lui dire, vous devez remettre le pouvoir au civil. Oui. Alors, la pression est telle qu'il a déjà commencé à comprendre, à céder. S'il veut survivre. Et puis, c'est quand même paradoxal. Lui, il est le numéro 2 de la garde républicaine de Compaoré. Et il veut récupérer ça. C'est comme si Compaoré va revenir à travers lui. On dit non, 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 ça c'est malin, ça, vous devez partir. Les autres militaires le regardent, le surveillent. Moindre faux pas, il va payer. Diane Guikou, par comparaison n'est pas raison, on revient. C'est vrai que le Congo Web Télévision a tendu les micros aux Kinois qui ont réagi par rapport à cette révolution qui s'est passée au Burkina Faso. En tout cas, Blaise Compaoré est parti, il est maintenant à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et est-ce qu'en RDC, Diane Guikou, on peut avoir la même chose? Cette situation peut se répéter en République démocratique du Congo ou au Congo-Brazzaville ou ailleurs où cette révision constitutionnelle pose problème? Oui, vous savez que c'est une situation un peu difficile lorsque vous sentez que vos deux invités ont été incapables d'aligner des phrases dans une certaine logique, voilà, parce que il n'y a rien à comparer. Thierry a essayé de faire la liaison avec le printemps arabe, mais il s'est rendu compte que ce printemps arabe, ce n'est pas ce qu'on attendait de ce printemps arabe. Tous ces jeunes qui ont fait le printemps sont aujourd'hui déçus, même en Tunisie. Ils sont déçus. Celui qui vient de gagner les élections, c'est un pro-Ben Ali. C'est l'ancien Ben Ali. Donc les Ben Ali reviennent. Donc les jeunes se rendent compte que c'est pour rien qu'ils sont. En Libye, n'en parlons pas. Là, je reviens à Moussango qui dit qu'aujourd'hui, on est en train de combattre les mouvements extrémistes. Mais contrairement, lorsque vous regardez très bien en Libye, on les a réveillés. En Égypte, on a réveillé ces mouvements-là. Au Mali, on les a réveillés. Parce que c'est la situation de Libye a fait qu'il y ait ce mouvement, il y a résurgence. Donc on ne les combat pas, on les a réveillés, on les a réarmés. Et c'est ce qui, en Irak, vous n'allez pas dire qu'en Irak on combat. On a combattu l'ordre en Irak et on a préparé le lit au désordre qu'il y a actuellement. Bon, vous m'avez posé la question si ces situations sont comparables avec... Je dis que tout peut arriver n'importe où, mais l'essentiel de savoir qu'est-ce que vous voulez.
à Ouagadougou, au Burkina Faso. Qu'est-ce que les gens voulaient? Thierry a essayé de le dire, mais il s'est vite arrêté parce que son intelligence lui a dit non, ne va pas plus loin, sinon tu te contredis. Donc, ils sont allés dans la rue pour faire respecter la Constitution. Et dans le moment où ils se sont détournés de l'objectif, mais aujourd'hui, la Constitution qu'ils voulaient respecter est suspendue. Donc, la révolution pour la Constitution s'est retournée contre la Constitution. C'est ce qui est arrivé maintenant. Et maintenant, c'est tout le monde. On est en train de leur imposer. Non, il faut ceci, il faut cela, sinon des autres. Voilà. Ce n'est pas ce qu'on a voulu. Qui, dans la classe politique, va prendre ce pouvoir? N'importe quoi. Et de toutes les façons, on sera obligé de garder les militaires pour que le militaire aide les gens, qu'il y ait des élections. Et on sait les élections qui se tiendront dans quel... Vous savez, la première démarche contre Compaoré, les militaires n'ont pas tiré et les gens sont restés. Mais quand les gens ont voulu marcher contre les capitaines, vous avez vu ce qui est arrivé. Ils ne sont pas restés à la place de la révolution, ils ont détalé. Parce que là, les militaires disent que ça, c'est notre affaire. Ils ont réagi avec une énergie qu'ils n'avaient pas lorsqu'il s'agissait de Compaoré. Tout peut arriver dans ce pays, mais c'est question de savoir qu'est-ce qu'on veut. Parce que si, au Burkina Faso, on avait voulu qu'il y ait un pouvoir civil dès le lendemain, c'est lorsqu'ils sont allés dans la rue, c'est pour amener Compaoré à comprendre. Compaoré comprend, il dit, bon, ok, j'ai compris votre marche, mais alors venez autour de moi pour dire, non, ce n'est plus lui. En refusant celui que la Constitution reconnaissait encore le pouvoir d'un. Est-ce que ces gens-là qui voulaient respecter la Constitution l'ont respecté? Non. Quand vous interrogez les gens à Bobo Dioulasso, oui, vous allez vous interroger les gens à Bobo Dioulasso et tout ça. Mais les objectifs, il y en a un, moi, lui, il a marché parce qu'il n'a pas du travail. L'autre, il a marché parce qu'il n'a pas de maison, il est locataire, il est chassé. Donc, il n'y a pas eu une préparation. Il n'y a pas eu de vraie révolution au Burkina Faso. On a créé une situation de mettre les gens, ils sont allés. Est-ce que pour la révolution, il faut piller, casser? Lorsque vous voulez respecter la Constitution, vous devez chasser les d'autres Burkinabés parce qu'ils ont appartenu à tel courant politique, et ceci, cela. Et c'est cela la démocratie qu'on cherchait au Burkina Faso, c'est-à-dire prôner une espèce de pensée unique. Toi, parce que tu n'étais pas avec nous, allez, maintenant que votre régime est tombé, on doit vous te poursuivre. Non, c'est du n'importe quoi. Et c'est pourquoi je pense que ce n'est pas un exemple à suivre. Voilà, Thierry, vous voulez rebondir je vais rebondir rapidement, parce que Joachim Diana semble me prêter des attentions que je n'ai pas. Mon intelligence ne m'a rien interdit. Mais j'ai été clair en disant ceci, que l'essence de la révolution burkinabé a été volée à la longue. Je reconnais que l'idée principale était de protéger la Constitution, de garantir à ce que le pouvoir ne puisse pas se pérenniser entre les mains d'une seule personne. Et le combat reste d'actualité plutôt, même si ce sont les militaires qui gèrent le pays. Mais c'est là où je pointe du doigt le problème de ces révolutions. C'est que la classe politique qui doit récupérer, qui doit prendre en main, qui doit encadrer ces révolutions, n'est souvent pas prête. N'est souvent pas prête. C'est pourquoi nous disons ceci. C'est pourquoi nous disons ceci. Aujourd'hui, parler, toucher à la Constitution, surtout dans ces dispositions intangibles, surtout dans les dispositions qui touchent à la pérennisation ou à la forme du pouvoir, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Quand on ouvre la boîte de Pandore, il n'y a pas que les personnes qui poussent à cela qui en souffrent. Et la responsabilité première en ce qui se passe au Burkina Faso, c'est Blaise Compaoré. Quand on l'a interdit aux États-Unis de ne pas toucher à la Constitution, qu'est-ce qu'il a dit? Quand les Français lui disent « Ne touche pas, monsieur », qu'est-ce qu'il avait dit? Alors dites-moi, qui est le responsable numéro 1 de ce chaos? Mais c'est Blaise Compaoré. Il aurait entendu, il aurait été responsable. Responsable dans le sens que je ne pense pas pour mes intérêts, mais je pense pour les intérêts des personnes qui m'ont placé là. Même si on peut dire que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec sa présence là-bas. Mais au moins, jouons le jeu démocratique, il est là par la volonté de sa population. Et cette population lui a dit, niet, ne touche pas. Faut-il rester sourd et muet parce qu'on a intérêt tel X, Y? Non, je crois que le responsable numéro 1, c'est Blaise Compaoré. Et le chaos actuel, c'est Blaise Compaoré. Non, pas chercher ailleurs. C'est pourquoi nous disons l'exemple. On peut dire que c'est un exemple mauvais, on peut dire que c'est un mauvais exemple, un bon exemple, mais ça en demeurera un exemple. À suivre ou à ne pas suivre. Et si vous le suivez, il faut savoir les conséquences.
nous prenons maintenant le deuxième thème, mesdames et messieurs. Nous nous rendons à Beni, nous rentrons chez nous en République démocratique du Congo. Plusieurs journaux parus ce matin ont titré sur Beni. En tout cas, je prends les unes pour avoir des sources. Le phare je ne pense pas que le phare a titré sur Beni aujourd'hui. Bon, on lit d'abord la référence plus. La référence a parlé de Beni, ne cesse de compter. C'est mort. Donc, Beni a parlé. Je ne sais pas le phare où ça se situe. Voilà, excusez-moi. Voilà. Le phare nous dit nouvelle énigme à Beni, uniforme FARDC, Swahili bizarre chez les ADF. Nalou, 27 000 $ US pour tuer Mamadou Dala. Ça, c'est selon le forum des As. Donc, la situation à Beni, chaque jour, il y a son lot de révélations. Fidèle Moussangou, je vous prends parce que le phare est devant mes yeux. C'est quoi cette histoire des uniformes FARDC et des Swahili bizarres chez les ADF Nalou? Écoutez, si vous regardez avec des yeux objectifs, vous vous rendrez compte que quelque chose nous tourne pas rond. On ne peut pas massacrer 100 personnes à la machette en une semaine. Et là où se trouve une base de la MONUSCO et une grande base des FARDC. Les gens qui massacrent ne massacrent pas tout le monde. Il y a des survivants qui les ont vus, qui les ont entendus parler. Et ce sont les survivants qui n'ont. Ces gens-là portent les uniformes des FARDC. Mais ils parlent un Swahili rwandophone. Parce qu'il y a des accents, il y a des différences linguistiques. Oui, quand je parle Swahili, Kagame parle, il y a une différence. Okay. Vous savez, c'est normal quand le Lingala, quand un Mouloua parle, un Mokongo parle, c'est différent, un Tibandou parle, c'est différent. Quand le petit Yana parle, son Lingala, vraiment, les oiseaux peuvent rigoler. C'est pourtant qu'il est ancien musicien, mais il parlait dans une langue qui ressemble au Lingala. Bref, les Swahili du Rwandais, on connaît, non, ça, mettons à part le physique, mais les gens ont vu, ils ont le physique de l'autre côté et ils parlent un Swahili rwandophone. Voilà l'article. Et ça, ce sont les témoignages des gens qui ont survécu. Maintenant, d'autres choses. Imaginez, le président arrive le soir, on massacre 8 personnes. Il part, on en massacre 12. Mais quand on voit maintenant le procès, où il y a des révélations, par exemple, le chauffeur de Mamadou Dala, dès qu'il a déposé, le lendemain, on l'a retrouvé dans son hôtel. Il y a un officier major dont la femme traite avec l'ADF Nalou. C'est quoi ça? Une affaire d'argent. Mais en réalité, c'est quoi? C'est la question. Ce ne sont pas des ADF Nalou. C'est des commandos venus de l'Ouganda et du Rwanda qui sont fâchés parce que le Rwanda, les régimes du Rwanda et de l'Ouganda doivent justifier la mort de leurs enfants. Pourquoi nos enfants meurent au Congo? Qu'est-ce qu'on a eu? Alors la colère et puis la mauvaise foi. Ils ont envoyé à Goma. Là, on a vu qu'il y a un étau. La population s'est réveillée. Ils n'oseront plus entrer à Goma. Vous savez, quand ils sont entrés avec les gens là, ils sont restés à Goma. Ils n'ont pas su arriver à Minova. Là, il y avait un étau. On dit non, vous n'avez pas ici. Après, ils sont partis, la queue entre les pattes. Parce que Kigali et Kampala disposent des complicités dans les rouages du pouvoir ici. État-major, ANR, DEMIAP, ils en ont ici. Je vais même dire, même dans les institutions, comme le gouvernement, ils ont des gens qui ont mangé là-bas et qui leur donnent des rapports. Sinon, on va vous dénoncer que vous aviez mangé ici. Regardez là le gouvernement. Il y a des gens qui ont été des seigneurs et qui n'ont pas rompu le cordon ombilical. Des seigneurs de guerre. Non, non. Ensuite, vous savez, quand vous avez été un seigneur de guerre et que vous allez recevoir des instructions à Kigali ou à Kampala, vous ne coupez pas le cordon ombilical. Vous avez quelque part signé un document et vous dites, vous touchez, nous blanchissons là. Et d'autres sont des faux Congolais. C'est des Rwandais qui gagnent l'essai. Regardez, Taganda. On le prenait pour le Congolais. Mais finalement, c'est l'ancien qui dit non, c'est pas un Congolais, c'est un Rwandais. Voici sa biographie. Et je me rappelle, moi, quand on dit c'est un Congolais, je reçois, la CPI m'envoie la biographie. Demain, je pose la question, Taganda, Congolais ou Rwandais? Ici, on m'a dit, il est Congolais. La CPI m'envoie, je me suis lu sa biographie. Taganda est Rwandais. Et tout le monde sait tu. Il est né au Rwanda. Ils sont arrivés au Congo comme réfugiés. Et puis il est reparti faire la guerre. Kunda. Presque tous, pourquoi quand il fuit, il va au Rwanda. Pourquoi Kunda n'a pas fui au Soudan du Sud ou au Kenya? On est venu le chercher. Non, non, ces complicités existent dans tous les rouages. Alors maintenant, c'est ça. Et maintenant, la population a dit, elle se prend en charge.
Elle a commencé à parler. Les aveux constants ont commencé à tomber. D'où notre article. Vous avez dit non. Ces gens-là parlent un swahili rwandophone. Et puis, le physique. En même temps, il y a des uniformes des FARDC. C'est pour cela que la population était, il faut changer le commandement militaire. De la même manière, Mamadou Ndala, connaissant ses complicités, il avait dit, désormais, celui qui a un appareil de téléphonie cellulaire, il doit remettre sa état-major. Si on attaque avec ça, il passe au conseil de guerre. Pourquoi? Au moment où vous êtes en train de vous battre, il y a des gens qui envoient des SMS au Rwanda. Alors, quand on a ravi tous les appareils, quand on a changé le commandement au fond, les M23 n'a fait qu'une bouchée. Les FARDC n'ont pas fait une bouchée. Et moi, j'étais à Ronyoni. Non, c'était scandaleux. On a c'est des collines. On a découvert des tunnels qui débouchent au Rwanda. Bien, donc ça a commencé depuis longtemps. Et là, il y a des rêves de munitions, d'armes, avec des cartons écrits Made in France, Made in Belgium, Made in... Et la date, des armes restantes. Qui peut en avoir? C'est le Rwanda. Parce que nous, on est sous embargo, en fait. Non, non, on n'est pas sous embargo. Ce sont les groupes armés qui sont en embargo. Comment je vais être sous embargo? Ah bon? Ah oui, ça on nous a trompés ici. Parce qu'on voulait justifier l'échec. Jamais sous embargo. La MONUSCO a fourni le Congo n'a jamais été sous embargo. C'était le groupe armé. C'est la MONUSCO qui l'a même révélé. Jamais sous embargo. On veut sous embargo aussi pour la guerre. Alors, ici, on voulait justifier nos échecs et les complicités. La MONUSCO a fini par dire non. Le Congo n'a jamais été sous embargo. Et tout le monde l'a bouclé ici. Oui, madame. Ce qui fait que nous avons des preuves que ce sont des militaires rwandais. Ceux qu'on a pris en otage, comme prisonniers, ils sont passés aux aveux. Et le Kounoua l'a conduit au Rwanda. Voilà la complicité qu'il y avait au Congo. Il y a des officiers supérieurs qui connaissaient ça, qui n'ont jamais dénoncé. Les Congolais travaillent pour eux. Parce que cette affaire des Itérams, c'est la vaste comédie. Madame BBC vient de faire un aveu. Pour dire il faut réécrire l'histoire du génocide. Parce qu'ils ont des preuves, ils ont des aveux impossibles. Et maintenant on se dit non de Dieu. C'est une escroquerie du siècle. Pourquoi les Itérams au 1500 cause un problème? Ils n'ont jamais attaqué le Rwanda. Les ADF Nalu n'attaquent jamais l'Ouganda. Mais ils tuent à la machette au Congo. Ils ont une mission donnée par Kampala Kigali. Tuer, comme ça, les Congolais sont distraits, nous on bouffe. Tranquillement. Voilà. Diane Gikoupa, bien il cesse de compter ces morts, c'est quand même nos compatriotes qui meurent. En tout cas, vraiment nos pensées pieuses à nos compatriotes. Mais moi je voulais mettre l'accent un peu sur les tracts. Parce qu'avant d'attaquer, c'est ADF Nalu jette des tracts. Comme aujourd'hui on sait qu'ils avaient dit, selon les tracts que nous on a eu sur les réseaux sociaux, ils vont attaquer le 5 novembre, c'est aujourd'hui. Donc le gouvernement est déjà au courant, la population est au courant. Est-ce que le gouvernement ne prend-il pas des précautions pour quand même essayer d'arrêter un peu ce massacre? Oui, je réponds à votre question, mais j'aimerais d'abord dire, il y a certaines choses qu'il faut dire aux enfants modèles de la MONUSCO, que la MONUSCO a beau dire, ils ne sont pas sous armes, sous embargo d'armes. Mais lorsque le gouvernement congolais fait un état financier, oui, nous ne sommes pas sous, même tout de suite après le démenti de la MONUSCO, nous voulons telle arme qui est vendue dans tel pays, nous avons de l'argent. Non, non, ça nous ne pouvons pas vous vendre ça parce que, ça veut dire quoi ça? Nous étions sous un embargo de fait. Sous un embargo de fait parce qu'il y a des armes qu'on ne voulait pas vendre là. Il ne faut pas livrer des secrets d'État ici. Bon, mais en fait, pour répondre à votre question, on doit se demander, les ADF Nalu, qui sont-ils? Pour les téléspectateurs de Congo Web, qui sont les ADF? Ce sont des rebelles ougandais. Okay. Qui en fait se sont rebellés pas contre le gouvernement congolais mais contre leur gouvernement. Leur objectif, voilà, leur objectif c'est de prendre le pouvoir en Ouganda. Mais pourquoi ne pas Et quand ils fuient l'armée ougandaise, ils viennent chez nous, ils ont tout intérêt à être en bonne intelligence avec les populations congolaises qui le gardent afin qu'ils ne soient pas traqués. Parce que ça serait dangereux pour eux d'être traqués et par le Congo et par leur propre pays. Mais on constate que cette ambiguïté, que voilà des gens qui devraient solliciter notre hospitalité commencent à attaquer les populations et au point d'amener l'armée congolaise à leur mener la guerre. C'est étonnant. Et c'est pourquoi on dit que nos populations doivent savoir, lorsqu'on assassine Mamadou Ndala, on l'assassine lorsque, après avoir mis fin à la guerre du M23, on dit, bon, mettez-nous fin aussi aux ADF Nalu. Mais qui pouvait se sentir gêné? Ce sont les Congolais, les populations de Beni et de consorts? Non, mais c'est justement ceux qui se sont sentis humiliés
par la défaite, ils se sont dit non, mais ce gars, s'il continue jusqu'à là maintenant, il mène M23 fini, mais non à la RDC une autre guerre. Malheureusement, et ça c'est là où on peut avoir même des larmes aux yeux, il y a une certaine opinion politique qui récupère. Il y a une certaine opinion politique qui récupère ce massacre parce que, je l'ai toujours dit, parce que nous avons une opposition de ramassage de la cueillette, une opposition qui ne produit rien, qui ne crée rien, qui ramasse tout ce qu'il tombe. Ah, mais puisqu'il y a des massacres, capitalisons. Ah, parce qu'il y a Burkina Faso, capitalisons. Ah, désormais, nous serons chaque jour dans la rue. C'est comme si le rôle de l'opposition, c'est d'être chaque jour dans la rue. L'opposition française est chaque jour dans la rue. L'opposition américaine est chaque jour dans la rue. Ah, nous, chaque jour, nous allons être dans la rue. Non, c'est pour vous dire que notre vrai problème, c'est cette irresponsabilité là-bas. Et donc, les tracts, on vous pose des tracts. On dit, nous allons tuer. Et ils ne tuent jamais au même endroit. Ils le tuent à Runyoni, ils le tuent je ne sais pas où encore. Il y a 3 endroits différents. Ils lancent les tracts, mais ils tuent quelque part ailleurs. Ils ne sont pas aussi bêtes pour dire, nous allons tuer à Beni. Ils viennent, ils entrent à Beni, ils tirent, ils sortent. Non. Et là, c'est aussi une guerre psychologique. Derrière cette guerre psychologique, il y a sans doute des ennemis. Que moi, je l'ai toujours dit, je suis heureux que Moussango le dise aussi en voix haute et intelligible, que c'est une affaire. C'est la même guerre du M23 que Kigali et Kampala ont transformé en une psychose pour mettre en mal le régime de Kinshasa. Mais alors, ce n'est pas seul. Toujours avec les opposants congolais, comme on les a trouvés dans les rats du M23, et ceux-là, les autres, ils sont toujours là, autour des ADF Nalu maintenant, pour que les ADF Nalu viennent leur faire conquérir le pouvoir au Congo. Et c'est là où c'est malheureux, et ça sera difficile lorsque nous avons des problèmes. On tue Mamadou, c'est vrai qu'on va trouver des complicités congolaises, mais ces complicités congolaises, on va dire, non, ce sont les gens qui sont au gouvernement, c'est le gouvernement. Mes chers amis, à qui profitent les crimes? Est-ce au gouvernement ou bien à l'opposition? Thierry Bongo, la question est bien posée. Revenons un peu au fils même, au fils de Béni. On a reçu des invités ici dans ces plateaux qui disent qu'il y a des accointances entre les fils de Béni et ces ADF Nalu. Eux-mêmes sont aussi responsables de cette situation qui sévit à Béni. Alors, vous êtes analyste aussi, vous projetez un peu, parce que cette situation va perdurer assez longtemps. Est-ce que la RDC, c'est vrai, comme l'a dit Diane, que les ADF mènent une guerre aussi psychologique contre le gouvernement, et le gouvernement va continuer tout le temps à accepter cette défaite? Mais bon, je suis un petit peu confus par rapport au raisonnement des deux confrères qui sont sur le plateau. J'ai comme l'impression que les ADF Nalu, dans le raisonnement de Diana, sont devenus des rebelles congolais, et qu'ils réclameraient une certaine légitimité, une part de pouvoir, une part de préséance au pays. Parce que s'ils doivent combattre le gouvernement en place, c'est qu'ils réclament quelque chose. Non, avec la guerre... Je m'étonne, je me suis étonné. Ici, combattre les Ougandais, je me suis étonné. Je pose la même question que Fidel Moussango. Pourquoi ils ne partent pas tuer là-bas? Le M23, parce qu'on a tendance à comparer les ADF Nalu au M23. Le M23 a été reconnu par Kinshasa comme un mouvement rebelle congolais. Nous sommes d'accord avec eux, qui avaient le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Mais c'était un mouvement rebelle congolais qui avait un cahier des charges et des revendications à faire prévaloir au Congo. Mais quel est le cahier des charges des ADF Nalu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils réclament ici? Et puis, stratégiquement parlant, vous êtes une rébellion, vous avez choisi la RDC comme base arrière, vous n'allez pas chercher la guerre à cet état-là, parce que, d'office, vous serez en étau entre ces deux états. Et là, je reviens à cette question très pertinente posée par Fidel, ce qui revient à savoir quelle est l'identité de ces ADF Nalu. Sont-ils rwandais? Sont-ils congolais? Sont-ils ougandais? Ils ont des uniformes FARDC. Où les ont-ils trouvés? Ils ont des munitions belges, français. Où les ont-ils achetés? Où ont-ils le financement? Quel est l'intérêt pour un politique congolais d'avoir les ADF Nalu dans sa botte pour combattre ce régime ici? Je me pose tant de questions et je ne trouve pas de réponse jusqu'à ce jour. Mais, dans ma réflexion, je suis un petit peu confus de voir qu'un mouvement rebelle ougandais qui a choisi la RDC comme bastion arrière puisse perpétrer des actes en RDC sous prétexte que, voilà, il y a un commandant, Mamadou Ndala de surcroît, qui veut mener des opérations contre eux. Mais Mamadou Ndala peut mourir. Il y aura d'autres soldats qui viendront. Il y aura d'autres généraux qui viendront. La volonté de combattre les ADF Nalu n'émane pas de Mamadou Ndala.
Faut-il tuer Mamadou Ndala pour que ça cesse? N'y a-t-il pas d'autres militaires FARDC plus vaillants que lui qui pour faire partie de l'FDF Nalou? Non, je crois que on doit identifier les auteurs, les réels auteurs des massacres de Béni. Je crois que si on identifie les véritables auteurs et les commanditaires, on comprendra les dessous de cartes. Les dessous de cartes. Et j'ai comme l'impression, si c'était les minerais, c'est pas de cette manière-là qu'ils les auront. C'est pas comme ça que les mouvements rebelles travaillent. Hein, plutôt, ils collaborent avec des populations locales. Avec cette collaboration, ils utilisent ces gens comme main-d'œuvre qui leur permettent d'extraire, même par force militaire, ils le font, mais ils ne les tuent pas à la machette. Je vois dans leur pratique une pratique qui a souvent qui a bouleversé l'Ituri à une certaine époque quand les Lendou et les Emma s'entretuaient. Je vois à peu près cette pratique-là par rapport à cette... Et je me pose cette question. Qui sont ces ADF Nalou? Est-ce qu'ils sont vraiment des ADF Nalou? Est-ce que ce sont vraiment des rebelles ougandais? Si c'est le cas, quels sont leurs mobiles? Quelles sont leurs motivations? Et quand on aura la réponse à ces questions, on pourra bien réfléchir et bien réfléchir là-dessus. Nous allons nous rendre à l'Assemblée nationale pour parler un peu de la motion de Kitebi. Vous avez vraiment... Non, je voulais tout simplement une seconde pour dire que lorsque nous en parlons, c'est comme si il n'y en a pas qui sont arrêtés. On nous en a montré ici. Parmi eux, il n'y a pas que des Ougandais. Il y en a même des Tanzaniens, de ceci, de cela. Une espèce de quoi comme on en trouve au Nord Mali, où il y a beaucoup de nationalités. Oui, là-dedans. Bon, il y en a qu'on a, il y en a d'autres qu'on a... Voilà, il y en a d'autres qu'on a présentés hier. Évidemment, les Ougandais constituent le noyau, mais depuis un certain temps, il y a des Congolais là-dedans. Et cela montre notre... Voilà. Si c'est le cas, alors, quel est le mobile? Quelle est leur motivation? Ils recherchent quoi? C'est clair. J'étais dernièrement sur une... Est-ce là une résurrection de l'ADF, plutôt pas de l'ADF, de l'AFDEL? Mais c'est juste, mais c'est pour dire parce que ça ressemble un petit peu à c'est pour dire que c'est là, lorsqu'on voit que l'objectif n'est pas de venir prendre le pouvoir à Kinshasa directement par là, mais c'est tout simplement, on tue avant que le président arrive, dès qu'il part, on tue, et pendant ce temps, il y a des politiques. Quel est le message? Qui réagissent, qui mettent la population dans la rue, mais on met la population dans la rue contre qui? Contre le gouvernement de Kinshasa. Vous pensez que tout le peuple de Béni n'a pas de jugeote pour savoir chez qui on devrait adresser leurs revendications? Mais on les a vus dans la rue, c'était contre qui? Ils ont cassé les symboles de quoi? Les symboles de la rébellion ou les symboles du pouvoir? Qui sont-ils? On a vu qui? La population. La population. Non, voilà. C'est la population qui a cassé. Mais moi je parle de la population, non? Voilà. Quand cette population-là... Vous pensez que toute la population de Béni n'a pas de jugeote pour savoir chez qui ils doivent adresser leurs revendications? Lorsque la population a de la jugeote, elle s'attaque au symbole du pouvoir. C'est que sa jugeote lui amène que c'est le gouvernement qui lui fait la guerre. Voilà, c'est ça la jugeote. Non, le gouvernement ne protège pas suffisamment. Elle demande au même gouvernement d'y mettre fin. S'il vous plaît, nous nous rendons à l'Assemblée nationale. Nous nous rendons à l'Assemblée nationale où la prospérité nous dit aujourd'hui, quittez bien Musungai, ça passe ou ça casse. Qu'est-ce qu'on reproche de Ribongo à Kitebi et à Musungai à l'Assemblée nationale? Kitebi, principalement, est poursuivi par une action de l'opposition à travers une motion de défiance qui lui est adressée, principalement à cause des 207 millions de francs congolais qui devaient être affectés pour l'opposition qui aurait, semble-t-il, été détournée. C'est là le sujet principal. Mais il relève de plusieurs points découlant de la reddition des comptes, des appréciations un petit peu diffuses de la part de ce gouvernement par rapport à l'utilisation des finances publiques. Et je crois que l'utilisation de cette motion de défiance par rapport à ce sujet, qui n'est pas si flagrant que ça, on l'a dit sur ce plateau, on se lève pour 207 millions de l'opposition, mais quand on parle de l'argent de la presse, ce qui nous concerne, personne ne parle. Mais à travers justement cette motion de défiance, ça sera l'occasion d'éventrer le boa, d'ouvrir un petit peu les dossiers fournis qui se trouvent à côté. Et vous savez que la situation politique actuelle n'est pas très aisée, surtout au niveau de la majorité présidentielle.
l'ouverture ou plutôt du débat autour de la motion de défiance et le vote secret qui en découlera risque de donner une certaine image nouvelle des revendications des uns et des autres, revendications de la majorité, revendications de l'opposition, mais surtout des revendications de la majorité. Mais si j'insiste sur ce sens, c'est parce que il vous souviendra qu'en début de législature, il y a eu une motion de défiance qui est arrivée jusqu'au terme, jusqu'au vote. C'était contre le ministre de la Défense, Alexandre Loubatambo. Et il relève de ce vote que plusieurs députés de la majorité, déjà à l'époque, avaient voté pour le départ du ministre. À l'époque, au tout début du mandat. Aujourd'hui, où les frustrations sont telles quelles, aujourd'hui où la tension monte au niveau de la majorité présidentielle, parce qu'on ne peut pas tolérer qu'un gouvernement puisse faire 3 ans sans qu'il y ait changement, parce que tout le monde n'avait pas été servi au départ et attend d'être servi en mi-mandat, parce qu'on atteint un gouvernement de cohésion nationale qui tarde à venir et une mise en place dans les entreprises publiques qui ne vient pas, toutes ces frustrations-là risquent d'être exacerbées par ce vote secret. Fidèle Moussangou, cette fois-ci, ça va tomber. Un ministre, cette fois-ci, va tomber. On a vraiment l'impression que cette fois-ci, Patrice Kitebi ou Moussoungaï risque de passer à la casserole. Non, ne vous en faites pas. Rappelez, au début de la 3e législature, avec l'affaire d'Atang Bousséou, l'affaire de l'entonnoir de Massina, les gens sont montés au créneau. Il était établi que un ministre d'État était impliqué, il y a eu mort d'homme. Moi, je me rends compte, j'ai encore l'image d'une maman là-bas, qui est venue de Kikwit pour voir le petit frère de son mari, afin qu'au retour, elle rentre avec des objets classiques. Elle était sortie, tous les enfants sont morts. Qu'est-ce que je veux dire à mon mari à Kikwit? J'ai encore l'image, j'ai des larmes aux yeux. J'étais comme reporter. Et cette affaire est passée parce que l'avion Antonov appartenait à un appareil de régime sans immatriculation, avec une société fiction qui a disparu le lendemain. On n'a jamais indemnisé les familles des gens tués là-bas, parce que c'était la partie régime. Ensuite, pourquoi appareil? Le ministre Gatang avait dit, arrêtons d'abord, immobilisons les Antonov pour le contrôler. Enfin non. Un ministre d'État a dit non, il faut rapporter la mesure. L'accident arrive, avant même qu'il y ait débat, il est démissionné. Il est révoqué de ses fonctions. Et l'affaire, et puis, on a menacé, si vous votez contre, pour cette motion de défiance, eh bien, la majorité éclate. En même temps, quelque chose est passé sous la table. C'est la même situation. C'est la même chose qui va se passer. Ça veut dire, il est établi que Kitebi a mal géré le fonds promis pour l'opposition. Maintenant, ce problème pose une question. Donc, depuis tout ce temps, dans le budget de l'État, il y a un fonds promis pour l'opposition. Qui est débloqué d'ailleurs. Qui est toujours détourné. Parce que Kitebi, lui, il a commis l'erreur, l'affaire est sortie dans la rue. Maintenant, puisque ça touche au régime, et que ça va poser un problème maintenant, donc, l'opposition a droit, même s'il n'y a pas un porte-parole, on peut dire, messieurs de l'opposition, nous mettons dans un compte tel, autant d'argent, débrouillez-vous avec cet argent. Mais les gens vont se tuer, fidèlement. Non, ils sont assez adultes. Non, la loi ne prévoit pas ça. Le problème, c'est que Kabila a utilisé ses amis, ses complices, ses tops dans l'opposition, qu'il n'y ait jamais un porte-parole. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un règlement intérieur où ils parlent des élections. Dit non. Partout au monde, c'est le parti de l'opposition qui a les plus de députés qui désigne l'opposant. Non. C'est une opposition plurielle. Ils jouent le jeu des Kabila. Et malheureusement, Ben Bossi est tombé dans le ballon. Quand il dit non, il a dit à François, ce qui a été Moutoumousou. C'est comme ça que pendant la première législature, François Mwamba n'a pas été porté-parole. Or, le MLC était majoritaire. Mais là, c'est le tour de l'IDPS. Oh non. Alors, il joue le jeu des Kabila, il n'y a pas de porte-parole. Maintenant, l'argent qui est là. Donc, chaque si on regarde le budget, l'argent est prévu, l'argent est détourné. C'est ça. Mais comme maintenant, il y a une question d'argent, eh bien, des sous d'État vont passer. Vous allez voir, même en bulletin secret. Regardez, même pour la motion de fiance, il faut 50 signatures. Il y en a 58. Quelque temps après, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont allés retirer les signatures. Alors, ils sont c'est pas pour les beaux yeux de Minac, non. Ils ont dit, mais vous voulez, il y a à manger ici. Mais si vous mangez, retirez-vous. Maintenant, Badi Banga a contourné. Il a soulevé une jurisprudence pour dire, mais quand il y a une motion de défiance, ceux qui ont déjà signé ne peuvent plus retirer. Si tel est le cas, nous avons droit d'en ajouter encore. Il a ramené maintenant 16 signatures. Il dit voilà, ceux qui ont signé.
C'est pour ça que Minaku était pris devant ce piège. Il était cause. Sinon, il trouvait une astuce pour éviter. Donc, même Minaku ne veut pas de ça. Badi Banga l'a eu avec une jurisprudence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vous dis, il y a déjà, des dessous des tables, il y a des menaces sérieuses. Vous dites, si Kitebi tombe, vous allez voir. Parce qu'en principe, la majorité est divisée. Elle a attendu le gouvernement pour aller aussi à la mangeoire. Le gouvernement ne vient pas. Ah, il n'y a que ceux qui mangent, nous on ne mange pas. Et on est majorité, pourquoi? Maintenant c'est l'occasion de rentrer dedans pour dire, bon, voilà, ça casse. Il reste à quelques minutes, donc je donne la parole à Kouloutou Diane Ngekupa. Diane, cette fois-ci, la population attendra quand même qu'un ministre tombe, quand même qu'il y ait sanction. Parce que c'est ça le rôle aussi de l'Assemblée nationale, sanctionner les ministres fautifs. On ne peut pas passer comme une législature sans sanction, comme à chaque fois. Bon, tout comme la justice ne doit pas condamner parce qu'il faut condamner, parce que la justice a été faite pour condamner, l'Assemblée nationale n'est pas là pour faire tomber des ministres. Non. Et j'entends des histoires ici, je refuse de faire le théâtre, les amis du savoir, je voudrais rester pour dire que, écoutez, chers amis, on dit la majorité est divisée. Elle est divisée où? Par quoi? Par quel acte? Ça, c'est des éléments en l'air pour justifier des opinions qui ne tiennent pas. De deux, j'apprends la majorité parce que il y a un gouvernement qui... Est-ce que c'est Kitebi qui doit changer le gouvernement pour que, ou bien Moussoungaï, ou bien le gouvernement lui-même qui doit se faire partir? Alors, lorsqu'on sanctionne Kitebi, qu'est-ce que ça change de la personne qui doit mettre le gouvernement? C'est rien. Tout ça, ce sont des raisonnements en l'air. Mais la vérité est celle-ci. En ce qui concerne Kitebi, mais nulle part dans aucun budget où on dit, j'apprends ici, on devrait prendre cet argent, dit à l'opposition, oh, voilà la bonne gouvernance pour laquelle on nous rabat les reins. On prend cet argent-là, on dit à l'opposition, opposition, prenez, l'argent était prévu dans le budget, c'est pour vous, prenez. Mais ça n'a aucun sens. C'est un argent pour une opposition organisée avec un porte-parole. Et il est prévu que c'est sur le porte-parole qui décaisse. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont fait la motion, puisque le porte-parole n'a pas décaissé, c'est quoi? Mais c'est pour dire que ces prévisions-là, ce sont des prévisions, et ce n'est pas seulement cette année qu'ils ont vu. Toutes les années depuis que la loi sur l'opposition existe, c'est qu'il n'y a pas de porte-parole depuis la première législature. Jusqu'aujourd'hui, cet argent est prévu, tombe en annulation. Prévu, tombe en annulation. Mais il faut qu'ils commencent à demander tout ce temps-là quand ça tombe en annulation. Le montant prévu partait où? C'est pratiquement la même chose. Mes chers amis, je l'ai dit ici, l'opposition de ramassage et de la cueillette se bat sur n'importe quoi, ils ramassent n'importe quoi pour se faire disposition. Ils n'ont rien à faire comme opposition. Les gens ne comprennent pas encore le rôle de l'opposition. Ce sont les gens qui sont venus dans la politique pour être au gouvernement. Par hasard, ils se trouvent dans l'opposition, ils s'agitent par tous les moyens, tantôt ceci, tantôt tel doit partir, tantôt je dois dialoguer avec lui. Et à ce moment-là, pour trouver comment ils peuvent être au pouvoir. Cette affaire, personne ne tombe. Vous voyez pourquoi aux États-Unis les gens sont en train de s'agiter? Parce que Obama veut avoir un Sénat qui protège son gouvernement. Il n'y a pas une majorité qui est venue là pour livrer ses ministres. Il n'y en a pas. À moins qu'on soit dans la majorité des théâtres. Mais si c'est une majorité... Et c'est pourquoi on dit la Constitution est claire pour gouverner. Vous devez avoir la majorité au Parlement. Ça vous permet de faire passer même les décisions les plus impopulaires. Vous les faites passer, la majorité soutient. Mais quand on prend qu'il y a une majorité qui, en un moment, doit parler selon ses convictions, selon ses pulsions... Même s'il y a des preuves, par exemple... Il n'y a pas de preuves. Même lorsque Fidel dit ici, en ce qui concerne l'avion. Mais c'est faux et archi faux. Prenez les éléments. Nous avons encore, malheureusement j'ai quitté cette rédaction-là, je pouvais aller fouiller, je trouvais encore les éléments, la lettre du ministre d'État. Ce n'était pas le ministre pour lui dire, livrer. Il lui dit non, vous avez pris la mesure, mais il y a des avions qui remplissent des critères, vous ne devez pas sanctionner tout le monde, même ceux qui remplissent les critères. C'est ça la lettre. Moussang peut aller, moi je ne veux pas, il peut aller à la rédaction de l'Avenir, il trouvera dans les archives, il trouvera cette lettre-là. Ah ouais, ces documents sont là. Mais pourquoi continuer à raisonner en l'air parce que j'aimerais rebondir, parce qu'on dit qu'on raisonne un petit peu en l'air, on va atterrir. J'aimerais dire ceci. Premièrement, la motion de défiance adressée contre Kitebi, ce sont sur des faits avérés. Un rapport de la Cour des comptes et le rapport de la reddition des comptes. Deuxièmement, quand on parle de finances publiques,
C'est vrai, chaque année, il est prévu pour les postes budgétaires des dépenses à hauteur de tel montant pour telle institution ou pour telle dépense, je veux dire. Hein? Pour l'opposition, c'est 500 000. C'est 500 000 qui est prévu. On mobilise les recettes et on affecte quand on a besoin. Mais quand on constate que légalement parlant ou légitimement parlant, l'institution n'est pas mise en place, on n'affecte pas. Quand on affecte, c'est que c'est... Quand on affecte et on détourne, c'est un détournement. Les faits sont là. Raison pour laquelle la plénière qui devait statuer de la question aujourd'hui est encore une fois reportée, malgré le fait que cette question doit être prioritaire. La motion de défiance est prioritaire et se traite 48 heures après son dépôt. Son dépôt, 48 heures après. Maintenant, ça fait encore plus d'une semaine qu'on attend le débat dessus et ça n'a pas encore eu lieu. J'aimerais encore revenir sur un dernier élément, un tout dernier élément. Quand on dit que quand mon estimé aîné dit qu'il y a eu jurisprudence, il n'y a pas eu de jurisprudence. Ce qui s'est passé dans le huis clos, et ça a été sorti par l'opposition elle-même, c'est que sur les 58 signataires, il y aurait eu 10 qui se seraient désistés. Mais en toute dernière minute, il a été avéré que sur les 10, il n'y en avait que 8 qui avaient retiré leur signature. Et la motion de défiance avait réuni ces 50 signatures, donc à l'État pour être passé au débat. Raison pour laquelle le huis clos avait abouti à la programmation de cette plénière-là. Donc il y a eu 50 signatures. Vraiment, quand même bizarre, un ministre des Finances est toujours en mission. Depuis que ça va commencer, il quitte en mission. Il quitte ici, il va ailleurs. Cette fois-ci, il a Kinshasa. Il est vite. Non, il est reparti en mission. C'est comme ça qu'on a reporté. Il est toujours en mission. Il vient dès qu'on a monsieur. Il a une mission quelque part. Alors il va finir par aller à la planète Mars parce que là on ne le verra jamais. Je crois que je peux avoir. Ils ont eu la parole 2 fois sur ces dossiers-là. Dommage. Dommage. On dira la prochaine fois. Voilà, mesdames et messieurs, c'est toujours passionnant de débattre avec des intelligences de mon pays. Merci en tout cas à Thierry Bongo, SSM, d'avoir accepté d'être des nôtres. Merci à Fidèle Moussangou, notre aîné dans la profession. Toujours respect aux aînés dans la profession. C'est à travers eux qu'on apprend la profession. C'est à travers eux qu'on a des remarques et des suggestions. Donc, maximum de respect aux aînés de la presse. Et à Diane Gekoupa la Colombe, maximum de respect aux aînés de la presse. Nous sommes tous confrères, mais il y a toujours ceux qui sont devant nous et qui ont toujours commencé avant nous et on leur doit du respect, je ne cesserai jamais de le dire. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à cette émission Web Presse qui vous permet de décortiquer, de comprendre mieux l'actualité. Là, je vois la formule de Juan Gomez que j'estime beaucoup. Merci à Alain Bolikango et à Maïlo Bumba à la régie et on se retrouvera très très sûrement le mercredi prochain.